Et si l'école devenait un lieu de reliance, de présence, de lien aux autres, à la terre et à soi-même? Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre d'Émilie, une femme visionnaire qui a osé faire de ces questions une réalité. Au cœur du Pays basque, elle a créé une école alternative profondément ancrée dans la nature et dans ses cycles, tout en étant reconnue par l'État. Une école vivante, consciente et qui cultive l'essentiel. Mais Émilie, c'est aussi une amoureuse des plantes, une porteuse des savoirs ancestraux et une artisane du vivant. Elle cultive, elle transforme, elle crée des remèdes en collaboration avec notre terre-mère. Dans cet épisode, on va parler de tout ça et de l'histoire du réveil d'Émilie depuis la lecture d'un certain livre que tu connais très probablement. Mais je t'en dis pas plus. Si tu aimes cet épisode, je t'invite à le liker, à le partager, à commenter si le cœur t'en dit. Et puis, tu peux toujours aller regarder la vidéo qui est disponible maintenant sur YouTube. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à tous et bonjour Émilie. Bonjour. Je suis ravie que tu me reçoives aujourd'hui chez Argia. On est au cœur du Pays basque et je suis venue chez toi pour faire un témascal aujourd'hui. Et on va parler de l'histoire de ton éveil et de ton histoire, de qu'est-ce qui t'a amené à créer ce lieu incroyable et toute ton activité qui n'est pas facile à décrire Cerner. parce que Émilie fait plein de choses. Moi, je l'appellerais femme médecine, mais c'est une étiquette. Et ensuite, elle a créé aussi une école. Donc, tu vas nous raconter tout ça. Ça va être passionnant. Alors, On commence par on quoi? commence par quoi? Alors, du coup, Émilie, ouais. Si on commençait par ce que tu fais. Décrire ma semaine? Alors, déjà merci. Merci pour cette opportunité de pouvoir parler ensemble. On a déjà partagé pas mal de choses ensemble et c'est chouette ouais, de se retrouver dans une autre posture, Mm. essayer de papoter entre amis. Et merci à tous ceux qui nous accompagnent pour pouvoir que tout ça se réalise. Et merci aussi à tous ceux qui vont pouvoir peut-être honorer de regarder ce message qu'on va faire passer. J'ai toujours été quelqu'un qui aime faire plein de choses. Et pas toujours la même chose. Et une grande partie de mon activité est dédiée aux soins et aux formations, transmissions, ateliers. Et j'ai une grosse partie de mon activité aussi qui est liée à ma vie de famille, à la maman de 3 enfants que je suis, à continuer à embellir cet espace qui est la maison de mes ancêtres, ici au Pays basque. Et j'ai aussi le jardin, le potager, là où je cultive mes plantes. Et j'ai créé un laboratoire il y a une bonne dizaine d'années, spécialisé dans la culture et dans le ramassage, parce qu'il y a certains endroits de cueillette sauvage que j'ai fait répertorier libre de pesticides, puisque je suis certifiée Nature et Progrès, qui est comme une mention un peu plus que bio, si on peut dire, avec plus d'exigences en fait, mais qui me convient très bien. Et du coup, j'ai tout un tas de remèdes fabriqués, créés avec la nature, avec ce qui pousse ici chez nous. Et je suis une défenseuse de la médecine de chez nous. Quand je dis de chez nous, d'Europe en fait. Et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher ça ailleurs. On a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin d'aller prendre des plantes de l'autre bout du monde, du miel, de manuka, de trucs. Enfin, voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment tout ce qu'il faut. C'est à nous d'honorer ce qu'on a sur nos terres et de se réapproprier la manière de créer des vrais remèdes.
Donc, tout ça m'amène aussi à avoir donc mon propre laboratoire, à pouvoir créer des remèdes qui sont aujourd'hui homologués, qui peuvent être vendus aussi dans certaines boutiques, et puis online. Donc ça, c'est une activité qui est alors un petit peu constante sur toute l'année, mais il y a une grosse partie qui est saisonnière quand même entre février et juillet, voilà, de récolte Mhm. et de préparation, de macération. Et puis après, le reste, c'est plus de la transformation au fur et à mesure, et puis la mise en boîte, etc. Donc ça, et il y a une dizaine d'années, j'ai mis en matière une école pour les enfants, une école maternelle, primaire, et maintenant on va jusqu'à la fin du collège, pour développer les graines autrement, on va le dire Ouais. comme ça, Ouais. ici dans mon village, Mhm. voilà. Et donc ça fait 10 ans que je m'occupe de cette école. Mm. J'avais trouvé ça fou la première fois que tu m'avais raconté ça, parce que je me dis, mais comment tu es inspecté, comment ça marche, Mm. c'est légal, mais en Mm. fait, oui, totalement, Oui, quoi. oui, oui, c'est une école qui est légale. En fait, on a le droit d'être non conventionné de Mm. l'éducation nationale. Euh, et en fait, c'est-à-dire que le gouvernement ne nous finance rien. Aucun lieu, aucun matériel, aucun enseignant. Par contre, c'est-à-dire qu'on est hors contrat avec l'État. Mais l'État reste garant des enfants à partir d'un certain âge qui sont en établissement scolaire. Et donc, en fait, on est inspecté Mhm. en tant qu'école pour garantir qu'il y a oui, le minimum des acquis qui est donné, si je peux dire. Et à la fois, on n'a jamais eu de difficultés avec l'éducation nationale. Mhm. Je pense qu'on a montré, avec le temps, mais largement, nos enfants, ils peuvent passer le brevet, ils continuent leurs études supérieures, ils ont leur bac. En fait, ils peuvent rester dans ce système-là. La seule chose, c'est que nous, on propose une pédagogie et un enseignement avec tout le développement de conscience qui va avec, Mhm. et puis une énorme créativité pédagogique de la part de tous ces enseignants aussi qui sont là avec nous. Et, euh, et c'est là où on s'éclate. Voilà. Mhm. Il y a Sur combien une, d'enfants qui sont passés déjà? Au moins une centaine, ça c'est sûr. Génial. Ils ont de la chance. Voilà. Et on a une pédagogie qui est basée sur les 4 éléments. Donc ça, tous les ans, en cycle et en transversalité dans toutes les matières. Mhm. Donc très en lien avec la nature. Oui. Mm. Ça va faire pousser plein de graines. Je suis sûre de, comment dire, Ouais. tu vois, d'entendre ça sur le Mhm. podcast, ça va ouvrir un champ des possibles parce que on peut même pas imaginer que c'est possible. Enfin, C'est ça. C'est vrai que je t'avoue qu'on n'en a pas trop parlé au départ. Il y a 10 ans, quand on a ouvert, tu sais, faire du yoga avec les enfants, c'était vu sectaire. Maintenant, ça ne l'est oui. plus. Mm. Faire du mindfulness, Ouais. faire des choses comme ça, Ça l'est encore. c'était pas, voilà, c'était un peu limite. Alors, nous, on n'emploie Mm. pas ces techniques-là. Mhm. Mais ce que je veux dire, c'est que de juste parler de la pensée, du contrôle de la pensée, de la conscience, de Mm. toutes ces choses-là, c'était pas forcément quelque chose qui était facile d'accès. Et de plus en plus, vraiment de plus en plus, on peut arriver à en parler. Par contre, ce qui est vraiment important, tu vois, je le sens vraiment en tant que directrice et enseignante aussi, j'enseigne aussi dedans, enfin juste une des matières au collège. Et en fait, je crois que la neutralité reste très importante. Donc moi, je me base sur ce que j'émane aux enfants, D'accord. mais je veux dire, finalement, je suis pas là pour leur apporter mon point de vue. Mhm. On est là pour ouvrir le débat, j'ai envie de dire, sur plein de manières de voir les choses. Et je suis pas là pour leur dire, bah regarde, il y a ça, c'est ça qui est mieux, c'est ça qui est... Je crois que ce qui est important, c'est que ça suscite des interactions à l'intérieur d'eux et qu'on puisse accueillir les opinions des uns des autres, indépendamment de leur culture, de leur religion, parce que des fois, il y a des enfants avec des religions différentes, de tout ça. Et moi, je trouve que la richesse, elle est là, en fait. Elle n'est pas dans défendre un débat, un axe, une seule voix. Non, au Mhm. contraire. Et je crois que c'est un premier pas, avant tout. Ouais. Ouais, c'est génial. Et du coup, tu as vu déjà le résultat d'enfants qui ont grandi, qui sont devenus adolescents, qui sont maintenant à la fac? Tu sais, c'est un petit peu comme dans les soins, quand on fait des soins. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, au début, quand on démarre dans les soins,
on a besoin de voir tout de suite des résultats. Parce qu'on a besoin de grandir en confiance. On a besoin d'avancer chaque pas avec une certaine sécurité. De se dire ce que je fais, c'est valide, c'est légitime, c'est grand mot. Et puis, au fur et à mesure qu'on prend la confiance avec soi, parce qu'au début, on a besoin, oui, des gens qui nous disent, tu sais, ça m'a fait du bien, tu sais, ça va mieux, tu sais, waouh. Et ça nous nourrit cet espoir, pas que cet ego. On a besoin de se sentir validé au départ. Et puis petit à petit, à force de cheminer, en fait, tu arrives à te dissocier de ce besoin d'être validé, de ce besoin d'avoir réussi. Et j'ai envie de même dire de ce besoin d'avoir soigné. Quand tu commences à grandir, tu te rends compte que c'est pas que toi, qu'il y a tout un tas de choses qui sont autour. Il y a le patient ou l'être qui vient consulter, il y a ton état d'être et il y a la grande force. Donc en fait, c'est un mélange toujours des trois. C'est pas juste moi, c'est pas juste lui qui est prêt, c'est une alchimie, une interaction entre tous nos états d'être à ce moment-là. Et bien avec les enfants à l'école, il y a un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'au début, t'imagines, quand tu montes une école comme ça, pas de devoirs, pas de cartable, pas de machin, pas de notes, pas de... Enfin... Et tout le monde t'attend au coin de la rue. J'imagine bien. C'est ça. Moi, au début, dans ma profession ici, dans mon métier, c'était au début, c'était les gens, ils ne savaient pas trop. Puis, mine de rien, quand j'ai commencé il y a 20 ans, dans les médecines ancestrales, à les pratiquer et à les proposer en soins, en fait, les gens, j'étais charlatan au départ. Puis après, bon, ils ont bien vu que, bon, après, j'étais la sorcière. Ah bah oui. Bah oui, forcément, il y avait un truc, on comprenait pas, on savait pas trop ce qui se passait, puis je travaillais avec les plantes. Bon, j'avais la médecine chinoise et l'acupuncture, donc ça quand même, petit à petit, mais au début, c'était pas, il y a 20 ans, c'était pas si accepté que ça. Et puis petit à petit, en fait, ce vocabulaire s'est dissous naturellement, et en fait, les gens viennent voir Émilie. Point barre. Oui. Et bien, tu vois, à l'école, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu que ça roulait, que nos loulous, ils perdaient aucune aptitude, si ce n'est qu'ils garder leur créativité, leur spontanéité et leur joie. Et que surtout, on n'éteint pas ça. Là-dessus, moi, je suis gardienne. Et du coup, que en fait, ces aptitudes-là, quand elles étaient déployées avec sincérité, leur permettaient de s'adapter à de nombreuses circonstances. Et même à un changement dans un collège qui redevenait classique. Bon, au lycée, là, ça y est, ils sont plus grands, ils ont 15 ans quand ils partent. Voilà, c'est autre chose. Mais du coup, on a grandi avec l'expérience et puis moi, j'ai le cœur en paix à me dire que j'ai fait ce que j'avais à faire et qu'on n'est pas parfait. Et que, au final, c'est tout un tas de graines qu'on a semées dans quantité d'êtres et à chacun après de les entretenir, à chacun après de les arroser, de les faire germer, de leur mettre une bonne terre, de leur mettre une belle eau, de leur mettre une bonne respiration et puis surtout une bonne chaleur. Donc, si ces 4 éléments dans l'être poussent bien, eh ben, ils pourront faire des grandes choses avec. Et puis sinon, en fait, on aura fait notre part du travail. Exactement. Et je crois qu'on lâche complètement le résultat. Par contre, dans le niveau concret, bon, oui, voilà. Moi, j'ai ma fille qui a eu son bac avec mention très bien. Hein. Pourtant, je ne l'ai pas poussée avec ça. J'ai mon deuxième là, qui vient d'avoir son brevet, des collèges. Et voilà, et sans problème, aucun problème. Il est au lycée, il n'y a aucun souci. Enfin, je veux dire, Si, le souci, au début, c'est vraiment le degré de conscience. C'est ce qu'ils vont dire. C'est-à-dire des êtres qui se chamaillent entre eux. Et en fait, ils ont ce grand choc de se dire « Waouh, en fait, il n'y a pas de résolution de conflit, les choses sont jetées brutes de coffrage. Certains enseignants, pas tous bien sûr, mais sont hyper agressifs, très hautains, pas intéressants, et d'autres sont géniaux. Enfin voilà, mais donc du coup, il y a vraiment ce truc où tu te confrontes à tout ce mélange, en fait. C'est vrai qu'à 15 ans, à 15-16 ans, c'est bon, on a la maturité pour travailler maintenant ce discernement. Oui, eux l'ont. Et ça, c'est formidable aussi. C'est un très bel apprentissage de travailler ce discernement et de pouvoir continuer et de savoir de savoir qui tu es à l'intérieur.
Donc écoute, voilà, on fait de notre mieux parce qu'après, nous, on ne peut pas faire plus que ce que les parents mettent aussi à l'intérieur Oui. des enfants. Parce qu'on ne peut pas déconstruire ce que mettent les parents à l'intérieur, en fait. Ça ne marche pas, il ne s'agit pas de ça. Donc c'est sûr que voilà, il y a tout ça. Mais tu sais, quand je parlais de résultats, c'était au niveau humain. Voilà, c'était pas au niveau des notes ou quoi après, ou s'ils réussissaient dans la vie, quand tu les vois, mais tu as répondu à ma question. Quand tu les vois avec le smile le matin, ça. quand ils se prennent dans les bras pour se dire bonjour. Et c'est des enfants de tout style. C'est pas, on n'a pas une sélection de rien d'ailleurs, ni de couleur, ni d'argent, ni de. Enfin, on a toujours eu de tous les styles d'enfants. Et ça, c'est super important aussi. Ouais, voilà. Enfin, je pourrais en parler des heures en fait. C'est un projet magnifique qui m'a fait grandir. T'imagines même pas. Ah bah oui, là t'apprends. Hein. Qu'est-ce que t'apprends? À prendre des coups, à te réparer. T'apprends l'injustice, ça elle arrive très fortement. T'apprends à beaucoup de niveaux, la frustration. Ouais, ça m'a beaucoup fait grandir. Et d'un autre côté, d'être toujours là. Et d'avoir traversé, je crois que c'est ça en fait, tu sais, c'est une mise à l'épreuve. D'avoir traversé tout ça. Et c'est ce que je me dis. Je dis finalement, bah, le changement que je veux voir dans le monde, moi, je le mets en matière. Ah oui, ça pour le coup. Tous les jours. Et j'essaye d'être intègre et transparente dans la plupart des domaines de ma vie. Je ne suis pas parfaite, mais ce que je te dis là, si tu viens passer une semaine chez moi, dans ma maison, tu vas le voir aussi. Je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de gens. Que ça n'inspire pas de la jalousie. Ah oui. On a beaucoup de bienveillance sur le podcast. Hein. Oui, non, quand je dis ça, tu sais, la jalousie, elle a plein de dimensions, elle a plein de niveaux, mais c'est de se dire, ah bah oui, mais elle réussit, et moi non, moi j'en suis encore là. Et je crois que, waouh, on a un tel pouvoir à l'intérieur de nous, on a une telle capacité, que je trouve ça bien dommage quand on se dévalorise et quand on se dit, ah bah moi j'aimerais bien être à sa place. Parce que derrière, il y a un grand travail intérieur, il y a une grande discipline, constance et persévérance, clarté, responsabilité. Oui. Et des années aussi. Des vies. Oh là. Oui. Non, on n'arrive pas avec certains, ce qu'on appelle des dons, pour moi, tu vois, c'est des choses qu'on a déjà justement travaillé avec constance, persévérance dans d'autres vies. Moi, j'ai une de mes enfants, tu vois, qui est arrivée avec le don de la musique. Une telle facilité, elle touche n'importe quel instrument et voilà, sans avoir à apprendre de solfège, de tout ça. Et je me rappelle, quand j'étais petite en classe, il y en avait qui avaient le don de dessiner. Toi, tu étais là, tu recopiais ton modèle et puis tu en avais un qui prenait un papier, un crayon et qui te sortait un truc. Tu fais, mais waouh! C'est vrai. Bah, moi, je suis née avec les plantes. Mes parents, absolument pas. Ah oui. Je les connaissais déjà. Alors on bifurque. Ah, allez. Alors là, on rentre dans un monde. Comment c'est arrivé? Alors dis-moi, t'étais quel enfant? Alors, tu vois, voilà, l'exemple qui est là, c'est que à l'âge de, tu sais, on rentrait en maternelle un petit peu avant 3 ans. À cette époque-là, les parents, enfin moi, mes parents travaillaient, hein, ils étaient secrétaires et puis l'autre était magasinier, donc voilà, c'était assez simple, mais ils travaillaient du lundi au vendredi. Et en fait, pas tout à fait un petit peu avant l'âge de 3 ans, la directrice appelle ma mère au boulot pour lui dire, voilà, en fait, on a un petit problème de comportement avec votre fille. En fait, elle est, rassurez-vous, elle n'est pas agressive ni quoi que ce soit, mais en fait, elle ne se mélange pas avec les autres. Elle passe absolument toutes ses récrés, tout son temps libre au pied des arbres à ramasser des graines. C'était une grande cour, il y avait plein d'arbres. À l'époque, c'était pas des cours bétonnés. Et ma mère a dit, bah oui, je sais, parce qu'après elle ramène tout ça à la maison, elle me les fait germer, je les avais, enfin voilà, dans les pots, dans les machins, dans la terre. Donc tu vois, enfin voilà, l'enfant qui était déjà, il y avait un truc, voilà. Ensuite, l'enfant que j'étais, ma mère, elle avait envie d'une petite poupette avec 2 couettes, tu sais, avec des couettes et puis des petites robes et tout ça. Et
moi, j'étais toujours dans la forêt, donc j'habitais vraiment entourée de forêt, en région parisienne, même si ma famille maternelle est basque, et d'ici, de cette maison, mais j'ai grandi là-bas. Mhm. Et en fait, je revenais toujours dégueulasse, enfin, couverte de boue. Mhm. Il fallait toujours que je bataille, ça c'était clair. Et puis, enfin, je crois qu'on pourrait en dire énormément. Quand donc ma mère voulait absolument que je fasse de la danse ou des choses comme ça. Enfin voilà, ça lui tenait à cœur, la petite fille. Moi, j'étais au fond à droite à la danse, hein. Ça marchait pas. Et puis d'autres sports et d'autres trucs et ça marchait pas. J'étais douée à l'école, mais parce que j'aimais bien étudier. J'ai toujours aimé ça. Et j'ai toujours aimé l'école, hein. Tu vois, j'ai monté une école alternative, mais j'ai toujours aimé l'école. Moi, je me suis épanouie à l'école. En fait, j'étais pas ça me dérangeait pas d'étudier, d'apprendre, d'aller dans une bibliothèque, rester des heures, enfin tout ça j'aimais bien. J'ai fait jusqu'à la fac, jusqu'au master, jusqu'au machin, jusqu'au truc, enfin voilà, j'aimais ça. Et, et en fait, ben, j'ai découvert très jeune les arts martiaux. Ok. Et, et ça m'a vraiment passionnée. C'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai dit à ma mère, arrête. Voilà, je devais avoir 7 ans quand j'ai commencé. Et arrête de me mettre à la gym, de me mettre à la danse. Moi, je veux faire des arts martiaux. D'accord. Et là, ah oui, et ça, c'est ce qui me plaisait. Alors à cette époque-là, c'était pas bien vu, je disais ça à personne, parce que quand je suis rentrée après dans l'adolescence, voilà, j'avais toujours ce double truc, parce que tu vois, quand on me disait, tu veux quoi pour ton anniversaire, je me rappelle, à 15 ans, je dis, je veux une serre. Voilà, tu vois, le truc, tout le monde veut des mobilettes, moi je voulais une serre. Et d'un autre côté, après j'enfilais casque, plastron, et puis, et puis j'allais au combat. Donc, ouais, voilà. Mais du coup, j'ai toujours été passionnée par les arts martiaux asiatiques. Et en fait, tu vois, quand après j'ai commencé la médecine chinoise, ben, en fait, il y a eu quelque chose qui, tu sais, il y a eu une espèce de cohérence. Moi, petite, je regardais pas les Walt Disney, j'étais fan de Bruce Lee. Donc, c'était... voilà, c'est comme ça. J'ai toujours eu ça, ouais. C'est marrant. Et puis, j'aurais pas dit. Non, je sais, c'est voilà, l'habit fait pas le moine, attention. Et tu vois, aujourd'hui, je continue. Ah oui, c'est vrai. Des arts martiaux. Ouais, tu fais lesquels? Alors là, pas loin de chez moi, il y a du Yosekan Budo, qui est un art martial japonais. Et puis, entre-temps, la phase de mes enfants, la phase de... J'allais dire élevage, mais ça fait pas joli, mais élever, c'est quand même joli. Oui. Bref, la phase d'élever mes enfants. J'ai eu un temps de pause, de calme. Et là, j'ai fait plus du qigong, du yoga, des choses comme ça. Et puis, je t'avoue que ça me manquait, quoi. Et pas... c'est sûr qu'après, avec une forme de maturité, tu vois, j'ai plus trop d'intérêt au côté combat. C'est-à-dire plus trop envie, mais par contre, là, me passionne la technique. D'accord. Me passionne ces techniques de compréhension, de mouvement, de déplacement, de jeu de force. Voilà, ouais, j'ai un côté très guerrière, en fait. Ah oui, c'est vrai quand même. Avec l'énergie, avec la maîtrise de soi et en tout ça. En fait, tu sais, ça fait partie de tout ça, parce que pour faire... Aussi, je me rends compte, enfin, quand je regarde mon chemin comme ça, j'ai toujours été très, très rebelle. Très rebelle. Et très déterminée. Et oui, quand maman veut qu'on ait les petites couettes et c'est ça, qu'on va je retirer les élastiques. Voilà. Donc, très déterminée, très rebelle. Je me considère pas têtue, parce que j'aime le dialogue avec l'autre, j'aime le dialogue avec ceux qui pensent pas pareil. Tu vois, c'est pas ça. Mais par contre, déterminée, oui, cette force de clarté, en fait, qui fait que, non, c'est par là. Moi, je vais par là. Mais par contre, toi, tu peux aller par là. Et même avec mes enfants, c'est moi, je vais par là, mais toi, tu peux aller par là. Donc, c'est... voilà. Et cette force-là, je pense que les arts martiaux m'ont beaucoup, beaucoup apporté. Beaucoup. J'ai pas fait de crise d'adolescence. Voilà, j'avais de quoi me défouler autrement. Oui, c'est ça, tu canalisais l'énergie. Ouais, et génial. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc après, voilà, quel enfant j'étais, voilà, ouais, plutôt dans la découverte, ouais, batailler, à construire des cabanes dans les bois, ça oui. Oui. Jardiner. Oui. À l'âge de 7 ans, mes parents, ils m'avaient fait un budget. J'avais l'équivalent de 40 francs par mois pour m'acheter les graines
et les plantes que je voulais pour entretenir le jardin. Génial. Parce qu'eux, ils n'aimaient pas faire le jardin, et moi, j'aimais ça. C'est Dès fou, toute hein. petite. D'où ça vient? Parce qu'eux, ils n'aimaient pas ça. Moi, j'ai été élevée knacky cordon bleu, quoi, avec des parents qui n'avaient pas ce questionnement, et je leur en veux pas, hein, et non, vraiment toujours anachronique, décalé. Mais j'étais pas une enfant à problème. J'étais une enfant de confiance. Tu pouvais me laisser, il n'y avait pas de souci. Mais toujours sortir du lot. De pas... Voilà. T'as trouvé des réponses d'où ça venait après? Non. Je pense que... Enfin, j'ai pas été forcément chercher. Il y a des fois où tu te dis, tiens, c'est curieux. Qu'est-ce que j'ai été chercher dans ces deux parents, en fait sachant qu'en fait, ils n'allaient pas forcément pouvoir nourrir cette partie de moi qui cherchait plus de réponses. Quand j'étais petite, j'ai demandé à mes parents d'aller faire du catéchisme. Et ni l'un ni l'autre n'était croyant, et encore moins pratiquant et tout ça. Et en fait, donc, ils m'ont inscrit au catéchisme jusqu'à un moment donné où la grand-mère qui faisait le catéchisme, qui était adorable, qui disait, en fait, ça ne sert plus à rien de me l'amener parce qu'elle pose trop de questions et je ne peux pas lui répondre. Tu vois, ça allait déjà par là. D'accord. Et à quel moment t'as basculé, on va dire, dans le réveil? Vraiment, tu t'es dit qu'il y avait une autre réalité que celle qu'on nous propose. Ah, il y a eu, là, ce qui me vient tout de suite, il y a eu un facteur déclencheur. À l'âge de 18 ans, j'ai considéré que j'étais grande et que j'étais un papillon qui maintenant sortait de sa chrysalide. Donc, je suis partie de chez mes parents et je suis jamais revenue. De chez mes parents, hein, enfin, voilà, physiquement à la maison, quoi, je suis jamais revenue. Et je suis partie en mission humanitaire pendant des mois au Nicaragua, en Amérique centrale. Et j'allais monter dans l'avion, enfin vraiment, c'était genre dernier appel et tout, et je fais « Oh, putain, je pars 4 mois et j'ai même pas pris un bouquin. » Je vais, mais en courant, à la librairie de l'aéroport, enfin voilà, et là, je chope un livre et je fais « Bon, ça tombe bien, je vais en Amérique latine, même si c'était centrale. » Et je rentre. Et c'était la prophétie des Andes. Ah, énorme. Et à cet âge-là, à 18 ans, quand j'ai lu ça en haut des montagnes, sans eau, sans électricité, dans une communauté mise pendant 4 mois, j'ai décidé de mettre tout en application. Waouh. Et ce que j'ai vécu était absolument fou. Je suis repartie l'année d'après au Guatemala, toute seule, en sac à dos. Et j'ai décidé de mettre tout ça en application. Entre-temps, j'étais partie faire une licence en Angleterre. Je vivais en Angleterre, entre les deux. Et j'avais 19 ans, je crois. Et en fait, pareil. C'est-à-dire que je me suis vraiment laissée bercer à tout ce que pouvait être des coïncidences et de créer sa propre réalité. Je l'ai mis en application. Et en fait, ma vie a complètement changé à partir de ce moment-là. J'ai fait des études, j'avais fait des études d'économie, de droit, et en fait, je me suis spécialisée dans les relations internationales. Donc ça, c'était vraiment le domaine qui me plaisait. Et mon master, je l'ai fait en Espagne, en coopération pour le développement. Donc j'ai commencé à travailler avec beaucoup d'ONG, en fait. Et c'est pour ça que je suis partie beaucoup en mission, en Afrique, Amérique latine. Voilà, baroudé pas mal, en fait. Excellent. Donc très jeune, en fait, j'ai pris un sac à dos et je suis partie à la rencontre d'autres peuples. D'accord. Et ça, je me rends compte que ça m'a énormément forgée. De passer d'apprendre le vaudou avec des béninois parce que je tombe dans une famille de sorciers sans le savoir, alors que j'y connaissais rien. Enfin, voilà, bon, voilà, tu vois, voilà, c'est-à-dire que j'ai été mise sur des chemins où après, quand t'encastres le pulse, tu fais, ouais, il y a des trucs quand même qui sont assez particuliers. Et puis, ouais, voilà, on pourrait en parler des heures. Je crois que c'est ça. Par contre, quand j'avais terminé le master, je bossais déjà avec des ONG et tout ça. Et en fait, pendant la nuit, j'ai eu un réveil. Et je me suis réveillée comme ça, ploup, assise sur le lit. Et je secoue mon mari. Donc,
enfin, maintenant qu'elle est mon mari, et je lui dis, hey, je viens d'avoir un rêve et il faut que j'étudie la médecine chinoise. C'est arrivé comme ça. Ah ouais. Le chemin a commencé là. D'accord. Et donc, j'habitais Barcelone à l'époque, et il y avait une école avec des Chinois, créée par des Chinois qui parlaient d'ailleurs pas beaucoup l'espagnol, et j'ai appris avec eux pendant 5 ans, Waouh. et en présence continue. Mhm. Et j'ai posé mes valises existentielles ce jour-là. Le premier jour de cours, j'ai la sensation d'avoir fait tchac, enfin, je suis à la maison. Waouh. Ça a été, mais quelque chose d'immense à l'intérieur de moi, comme si j'avais toujours été en quête de quelque chose et que, en fait, enfin, c'était là. Et bien sûr, ça avait ni queue ni tête, ma famille, mes parents, mais je me rappelle, la réaction de mes parents, ça a été, mais avec tout le potentiel que tu as, qu'est-ce que tu vas aller te mettre là-dedans? Ils n'étaient pas habitués depuis le temps? Un jour, il y a de ça, je te dirais, il y a de ça, il y a 15 ans, tu vois. Mon père, il m'appelle au téléphone, il me dit, ah, tu sais pas quoi, j'ai vu sur Arte ou un truc comme ça, un reportage sur la médecine chinoise. Et il me dit, en fait, ça y est, je comprends, en fait. Ça a beaucoup de liens avec les arts martiaux. Lui aussi a pratiqué beaucoup d'arts martiaux. Mais c'était comme, ça y est, je te comprends, en fait, pourquoi t'es parti là-dedans, parce qu'eux, ils n'ont pas compris du tout, quoi. Que va leur dire que c'était un rêve. Ah, ça. Ah oui, c'est dingue. Et à partir du moment où je me suis réassise en médecine chinoise, tu sais, c'est comme si tu ouvres un câble, tu sais, une connexion USB, et qu'il y a tout qui est redescendu. Toute la médecine des plantes est arrivée, avec une grande clarté. Tout est arrivé. Ah ouais. Comme ça, facilement, tout est revenu. Comme si, en fait, tu savais déjà. Tu savais. Je me rappelle les profs qui écrivaient en chinois au tableau, t'avais tout le monde qui disait « Ah, vous pouvez pas écrire en espagnol » et qui râlait. Et ouais, pour les examens, ça va être compliqué. Et en fait, moi, je comprenais derrière les mots. Enfin, en fait, ça me dérangeait pas que ça soit écrit en chinois alors que je parlais pas de chinois. C'est marrant. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont apparues. Ouais. Ouais. T'es pas allé faire des annales akashiques et compagnie, aller voir les vies antérieures. Ça t'intéresse pas tout ça? En fait, qu'est-ce qu'on en fait de cette information, tu sais? Ouais, c'est beaucoup d'histoires qu'on se raconte. Exactement. Et la grosse difficulté qu'on a, nous les humains, c'est de contrôler nos pensées. Donc, il ne s'agit pas d'aller re-remplir avec des nouvelles pensées. Je pense qu'il faut déjà nettoyer les poubelles. Avant de vouloir s'inventer une autre histoire. Et nettoyer les poubelles, ça ne veut pas dire aller faire des milliers de formations pour nettoyer les poubelles. C'est de s'arrêter avec soi-même et de regarder ce qui passe. Mais encore une fois, je ne parlerai pas forcément de... Oui, on peut mettre les mots méditation et tout pour moi, mais ce n'est pas juste ça. C'est de s'observer penser, d'observer tout ce qui nous traverse et de voir sur chaque fil qui traverse, est-ce que je suis d'accord ou pas? Est-ce que c'est par là que je veux aller ou pas? Est-ce que j'ai été sincère, cohérente? Est-ce que j'ai été claire là? C'était quoi mes arrière-pensées dans cette situation-là? C'est ça qu'il faut commencer à aller voir. Donc, si tu te réinventes une histoire, ah oui, mais parce que mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon machin, mon truc, et puis moi, il m'est arrivé ça. Enfin, en fait... On se donnait des excuses aussi. Aujourd'hui, je me considère femme de ménage. Moi, je nettoie. Ah, la vache. Je suis femme de ménage, tu vois, plus que femme médecine. Je pense que ça... Et je pense que ça me convient bien. Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour encore plus se nettoyer après avoir observé les pensées, les ombres derrière? Justement, pour moi, le premier nettoyage, il est d'en prendre conscience et ensuite de rediriger ses pensées, mais depuis l'intérieur de moi, de rediriger vers ce que je veux voir en moi, ce que je veux émaner. Si je veux émaner la paix, il ne faut pas qu'à chaque fois que je me regarde dans le miroir moi-même, je me dise « Ah, dis donc, est-ce que t'es moche ?» Ah, puis t'as vu, là t'as ça, puis t'as un bouton, et puis machin, et puis truc. Enfin, en fait, si je veux émaner la paix, je dois freiner toutes ces pensées qui ne sont pas dans la paix. Si je veux émaner le courage, je dois freiner toutes ces pensées qui me font peur.
c'est pas si compliqué que ça. Il faut s'asseoir avec soi-même. Et quand je dis s'asseoir, c'est pas que s'asseoir physiquement, fermer les yeux. Non, non, c'est dans sa vie quotidienne. En faisant la vaisselle, en faisant tout ça, en faisant ce que je fais, en conduisant. Ben, c'est là que je m'observe dans tout ce qui me traverse et qu'est-ce que je choisis de valider ou pas. C'est vrai. C'est un super conseil. Donc moi, j'ai pas... Enfin, c'est pour ça que des fois, tous ces trucs de développement personnel, bah, tu te dis... Ouais, mais commence par toi. Est-ce que tu as vraiment besoin de quelqu'un te guide pour ça? On sait qui on est, en fait. Parfois, c'est difficile quand on a le nez dans le guidon et dans sa observe vie. le guidon. Ouais. Si tu as le nez dans le guidon, observe le guidon. Et puis observe ton nez. C'est pas facile pour tout le monde, le discernement, la conscience, c'est pas inné. Personnellement, ça n'a pas été inné. Je pense que c'est nos vraies aptitudes. Mais noyé dans... Noyé, voilà, ça serait mieux. Tu vois? Abîmé. Non développé. C'est ça, pas stimulé. Pas stimulé. Pas encouragé. Tu vois, voilà, c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est inné. Je te le dis sincèrement. Tant avec mon travail avec les enfants qu'avec les adultes, qu'avec la nature. En fait, il suffit d'appuyer sur le bouton et de les réveiller. J'ai l'impression, non? Et des fois, tu sais, plus qu'une technique de soin, parce que chacun va choisir en fonction de ses affinités. Mais c'est vraiment un état d'être, en fait. C'est un état d'émanation. Et dans l'état d'être et d'émanation qu'on a, en fait, on propose un espace, comme un espace fertile, qui va faire jaillir, fleurir, secouer, tu vois, qui va faire que les choses vont sortir. Là, dans 5 minutes, on va pas tarder à commencer, il y a une hutte de sudation. Ouais. Et en fait, c'est pareil, c'est un espace dans lequel on propose d'éveiller un état d'être dans lequel chacun va naviguer avec qui il est. Et peut-être une opportunité de dépasser certaines choses, de les lâcher. Donc en fait, on peut proposer des espaces fertiles de soins, individuels ou collectifs. Et à l'intérieur de ça, ça peut éveiller. Mais c'est pas plus que ça. Mais par contre, ces espaces, voilà, sont activés par la propre émanation de ce qu'on est, nous. Et quand on se regroupe ensemble pour faire des choses ensemble, on est extraordinaire. La force, elle se démultiplie. Moi, je crois en l'être humain. Bien sûr qu'il y en a, ils font n'importe quoi aussi. Mais surtout en ce moment. Bon, écoute, je sais pas s'il y a 1000 ans, c'était pas pareil. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, on a une telle capacité. Tu sais, moi, ayant vu depuis une bonne vingtaine d'années, tellement de gens aussi en séance individuelle, dans cette intimité, d'avoir pu capter dans chacun ce qui nous unit. De capter cette étincelle de vie, cette flamme, et aussi cet amour. Même dans le plus con. Je peux pas ne pas croire en l'humain. On est puissant. Bien sûr que j'aimerais que ça se réveille autrement, que ça se réveille plus rapidement, et puis surtout dans la paix. Ça, c'est ce que je souhaite. Que ça monte comme ça. On laisse faire, on verra. Moi, je continue à faire ma part du travail. Je continue à faire ce que j'ai à faire. Oui. Je suis de passage. C'est ça. Donc, j'avance. Et du coup, on va devoir vous laisser pour aller faire une hutte de sudation maintenant. Il est temps d'aller se nettoyer un petit peu, là. Est-ce qu'on peut juste leur dire ce que c'est exactement? Parce que peut-être tout le monde ne connaît pas le Temazcal. Alors, le mot Temazcal vient d'Amérique centrale. Tu sais, dans les vieilles traditions, on retrouve ces tentes de sudation
dans toutes les cultures, Ah. dans toutes les vieilles médecines. En Europe, souvent, c'était appelé les chaudrons, par Ah oui. exemple. Voilà, il y avait ça. Mm. Et en fait, le principe, c'est de construire une cabane basse. Avec nous, on utilise des bambous, il peut y avoir du noisetier, du saule ou des choses comme ça. Et qu'on recouvre de couvertures en laine. À l'intérieur, on fait chauffer des pierres. À l'extérieur, on fait chauffer des pierres dans du feu. Et puis, on amène ces pierres à l'intérieur de la hutte qu'on arrose avec de l'eau. Donc, ça fait un hammam Très très chaud. alors, bien chaud, mais en fait qu'on accompagne avec des chants, avec de la musique, juste pour lâcher un petit peu la tête qui va nous dire « Oh, il fait un peu chaud. Ouf, je respire pas bien. Ouf, voilà. » Ouais. Donc, ça nous permet de déconnecter un petit peu cette partie-là et de dépasser certains caps. Oui, c'est vrai. Alors, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour... Enfin, voilà, mais quand on le sent, c'est ce bain de vapeur et une purification extrêmement profonde. Au niveau physique concret, c'est un grand nettoyage du sang. Tous les pores de la peau s'ouvrent. Donc, on nettoie beaucoup de choses. Et puis, t'imagines après, comme nous, on parle dans les médecines ancestrales, hein, qui là est ma grande passion, de retrouver les médecines ancestrales de nos terres et d'Europe. Parce qu'à chaque fois que je voyage ailleurs, ils nous disent « Hey, copiez pas les nôtres, hein, allez chercher les vôtres. » Et donc moi, je suis une passionnée des médecines qu'on a nous ici. Et c'est celle qu'aujourd'hui j'enseigne avec bonheur. Et d'en fait, de retrouver nos manières de faire, nos chants, nos soins avec ce qu'on a, sachant que, bien entendu, toutes les vieilles médecines sont connectées entre elles, puisqu'elles appartiennent au ciel et à la terre. C'est vrai. Quelle belle conclusion. Merci Émilie. Avec joie. On te retrouve où est-ce qu'on te contacte? On me retrouve où? J'ai un site internet qui s'appelle Argia Nature, ça s'écrit A-R-G-I-A, nature, N-A-T-U-R-E, @gmail.com, ça c'est mon mail. Et puis sinon, voilà, sur Instagram, Émilie Arguilla, sur Facebook, Émilie Arguilla, sur YouTube, Émilie Arguilla. Voilà, ça devrait le faire. Oui. Oui, voilà, pour ceux qui ont envie de contacter. Et là, je démarre une petite tournée en France autour d'un film, d'un Péruvien qui s'appelle Les 4 hôtels, qui m'a touchée profondément et que du coup, avec un ami, on a proposé à l'auteur la traduction en français et finalement, j'ai été les voir au Pérou et ils ont été OK pour... Enfin, en fait, on démarre l'aventure avec eux et nous, on diffuse ça en France avec des débats, conférences autour des vieilles médecines et autour de ce qu'on a nous ici. Donc, en France et puis en francophonie dans un premier temps, un petit peu en Espagne aussi. Ouais. Voilà. Il y en a un Bayonne, c'est ça, bientôt, j'ai vu. Il y en aura où aussi? Bah là, ça va partout. On va sur Bordeaux, on va sur Toulouse, on va dans des petites salles, dans des grandes salles, voilà, jusqu'en Suisse, là aussi. Enfin voilà, on est en train de démarrer tout ça et ça va être chouette de la rencontre des gens et puis surtout de reparler de ça en fait, parce que ce film invite bien sûr aux grandes médecines. Les 4 hôtels, ce sont les 4 éléments, mais il y a des gardiens sages dans le film qui expliquent de quoi il s'agit. Et selon la tradition andine, et puis justement, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre leur tradition andine, et puis de faire la bascule avec ce qu'on a nous ici. Ok. On va parler de tout ça. Génial. Ça va être trop bien. En vrai, peut-être. Merci encore, Émilie. Avec joie. Merci à tous pour votre écoute. Et à très vite dans un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Merci beaucoup. Si tu veux aller plus loin dans l'exploration de ta spiritualité et vivre une transformation profonde, je t'invite à rejoindre la Cosmic Academy. C'est un espace unique où l'expérience directe est au cœur de